Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous regardent en direct ou en différé. Bienvenue dans ce nouveau Café Sapiens que nous avons voulu organiser autour d'un sujet qui malheureusement a été trop profondément absent lors du dernier débat présidentiel, qui est celui du logement. La question du pouvoir d'achat a été très présente dans les débats, a été très présente dans la plupart des propositions des principaux candidats, mais malheureusement, son principal levier, qui est le logement, a été complètement oublié de nos débats. Pour essayer d'y remédier, essayer d'améliorer la suite du quinquennat avec des propositions de fond et essayer justement d'impacter quelques réformes qui pourraient être très importantes pour la suite de ce débat-là, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Christophe Robert, qui est le directeur général de la Fondation Abbé Pierre, Jérôme Révy, un des experts Sapiens qui nous a rejoint récemment et qui est l'organisateur du Salon Rent, Nathalie Garde, qui est professeure à l'Université de Bordeaux, spécialisée dans ces questions immobilières, et le sémillant Bernard Cadot, qui est le président de le directeur de notre observatoire immobilier, ancien président d'Orpi, et à qui je cède tout de suite la parole pour animer les débats pour ce petit déjeuner spécialisé, dédié justement à la question notamment du pouvoir d'achat, mais aussi du mal logement, à l'aune du dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, publié il y a quelques semaines. Merci Erwan, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous allons regarder ce matin sous l'angle et sous le prisme du pouvoir d'achat et donc malheureusement du mal logement, ce sujet aussi important. Et pourquoi est-ce que j'ai demandé à Christophe Robert d'être là? C'est que la Fondation Abbé Pierre, vous le savez, œuvre depuis de très nombreuses années sur ces sujets, sur différents sujets, mais notamment sur le sujet du mal logement. Ce que l'on peut constater, et je vais m'arrêter là très rapidement, c'est que d'année en année, lorsqu'on lit le rapport, lorsqu'on assiste à la remise de ce rapport, en présence de personnages politiques qui, chacune et chacun, prennent des engagements devant tout le monde, on s'aperçoit que d'année en année, malheureusement, la situation ne cesse de se dégrader. Donc, Christophe, est-ce qu'on pourra avoir un peu plus d'éclairage à cet égard? Et est-ce que ce constat est partagé? Et est-ce que malheureusement, ça ne cesse de se dégrader d'année en année? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je vais essayer effectivement rapidement de donner quelques éléments de cadrage en vous indiquant d'emblée que le rapport est disponible en version longue ou en synthèse sur le site de la Fondation Abbé Pierre. Donc, si certains d'entre vous ou certaines souhaitent prolonger l'analyse, vraiment à disposition sur le site, vous trouverez les informations nécessaires. Mais je vais essayer en un temps record de résumer ces 300 pages et d'essayer de qualifier un peu la situation aujourd'hui sur le front social et en particulier du mal logement. Bon, par rapport à la question de Bernard, oui, c'est difficile. Je vais donner quelques chiffres qui montrent que les choses évoluent pour certaines très durement sur le front du mal logement, mais aussi du pouvoir d'achat. Mais je crois que ça, vous avez tous en tête les enjeux d'aujourd'hui, hein, une inflation très forte. Alors pour les ménages les plus fragiles, les deux impacts les plus sensibles que nous constatons, nous, dans nos permanences, quand on aide des personnes, c'est l'impact sur les prix alimentaires, une hausse de 14% en un an. Évidemment, les prix de l'énergie, avec une attention, je voudrais attirer votre attention sur un point. Il y a bien eu les boucliers, ils sont déterminants, c'est un énorme engagement de la nation, mais quand même, si on prend seulement la situation de 2023, plus 15%, quand vous rencontrez déjà d'énormes difficultés pour vos arbitrages sur des dépenses toutes essentielles, 15%, c'est loin d'être insignifiant. Donc, ça nous préoccupe beaucoup sur ce front-là. Du côté des indicateurs logement, on constate que les prix restent très élevés, notamment des loyers. Après la flambée des années 2000, on est resté à un niveau haut. Alors heureusement, ça s'est arrêté de flamber comme ça l'a été de 2000 à 2012, mais on reste à ce niveau très haut. Et on voit de nouveaux territoires confrontés à ce niveau très élevé des loyers. Et dans le rapport, vous verrez, on a des témoignages de territoires frontaliers ou soumis à une très forte pression touristique, notamment via les plateformes de location touristique qui réduisent, qui assèchent finalement le parc locatif et font monter les prix. Et ça inquiète beaucoup de territoires aujourd'hui. Au fond, ce qu'on constate, et ça rejoint la question de Bernard, c'est que progressivement, le logement est devenu le premier poste de dépense des ménages.
pour atteindre à peu près 28% des dépenses des ménages en 2021, si on intègre tous les coûts d'usage, chauffage, charges, taxes, contre 20% en 1990. Donc 28% aujourd'hui, 20% en 1990. Et là, je ne parle que de moyenne. Et quand je dis 28%, ça veut dire que pour certains, c'est plutôt 40, 50, voire 60% de dépenses du budget des ménages dédiés au logement. Et donc, on se retrouve dans un cocktail un peu explosif entre les éléments que je viens d'indiquer, où des ménages les plus modestes, les plus fragiles et a fortiori les plus pauvres se retrouvent confrontés à des dépenses contraintes de plus en plus pesantes, se chauffer, se soigner, s'alimenter, se déplacer, payer son loyer, et des tensions très très fortes sur les arbitrages qu'opèrent les ménages, avec beaucoup de conséquences, des effets dominos en quelque sorte, c'est-à-dire que beaucoup veulent absolument maintenir leur loyer pour pouvoir garder un toit sur la tête, mais en même temps vont réduire leurs dépenses de santé ou la qualité alimentaire, par exemple. Quelques indicateurs aussi sur cette fragilité-là, c'est qu'on commence à mieux connaître depuis maintenant 7-8 ans, c'est la question de la précarité énergétique. 12 millions de personnes en précarité énergétique, c'est un chiffre qui est assez préoccupant. C'est des personnes qui, faute de ressources suffisantes, ou parce qu'elles vivent dans des passoires thermiques, ou parce que l'énergie est trop chère, ou le combo de ces trois facteurs, eh bien, se retrouvent en incapacité de se chauffer convenablement, ou coupent tout simplement le chauffage. Et un autre indicateur qui montre cette fragilité très forte, c'est la très forte augmentation des interventions pour impayés des fournisseurs d'énergie, qui a augmenté de 17% entre 2019 et 2021. Et les chiffres du médiateur d'énergie sortent ce matin, mais à 9h30, donc je ne peux pas les dévoiler, mais on est encore dans une augmentation. C'est un indicateur de fragilité très fort. Après, la capacité à savoir, dans le temps, au moment où nous parlons aujourd'hui, quelles sont les incidences, par exemple, sur les impayés de loyer. Difficile à dire parce que nous ne disposons pas de statistiques qui nous permettent de qualifier le problème. Nous, au regard de nos permanences, on voit qu'il y a des nouveaux ménages qui sont en difficulté, qui n'avaient pas fait appel à la solidarité, aux aides sociales. Je pense notamment à des entrepreneurs, des commerçants qui ont de grosses difficultés. Le seul indicateur que nous avons à disposition aujourd'hui, c'est au dernier trimestre 2022, les bailleurs sociaux ont fait une enquête et la moitié d'entre eux, la moitié des bailleurs sociaux en France, notent une hausse de plus de 10% des impayés de loyer. L'autre indicateur que nous avons, c'est les banques alimentaires, avec le fait qu'en 10 ans, la demande alimentaire a été multipliée par 3. Donc, on est face à un phénomène où on ne peut pas simplement se dire il y a toujours eu des mal logés, toujours eu des fragiles, toujours eu des pauvres. Il se passe quelque chose depuis quelques années du fait de la fragilité des ressources et de l'augmentation des biens de première nécessité, dont le logement, qui évidemment doit nous alerter. Sur le front du mal logement le plus dur, je pense aux personnes sans abri, aux personnes sans domicile fixe. On a vécu aussi une reprise depuis la fin de la crise sanitaire du nombre de personnes. Alors, c'est le seul indicateur qui nous permet de qualifier le sujet. Nombre de personnes qui appellent ce numéro d'urgence, le 115, quand elles n'ont pas de solution le soir venu pour dormir, et à qui on n'arrive pas à proposer de solution parce que le secteur de l'hébergement d'urgence est saturé. Alors, on a on avait 3500 demandes non pourvues des appels au 115 en janvier 2022. C'est monté à 5000 en août 2022, 6000 en octobre 2022, puis c'est redescendu l'hiver dernier parce qu'il y a eu le plan grand froid qui a été mis en place. Mais ça nous montre qu'il y a là une zone de fragilité pour les situations les plus dures de mal logement, avec notamment la présence d'enfants très importante. Il faut peut-être rappeler, Christophe, il faut peut-être rappeler le distinguo entre sans-abri et sans domicile fixe. Parce que oui, tout à fait. Il peut y avoir une confusion dans l'esprit du grand public. Oui, alors en fait, ça correspond à des indicateurs produits par l'INSEE. Quand l'INSEE parle de personnes sans domicile fixe, ça sous-entend les personnes à la rue, sans abri, mais aussi des personnes qui sont en hébergement d'urgence, par exemple dans les hôtels sociaux, ou des personnes qui sont dans des cabanes, au fond d'un jardin, d'une forêt. Donc, ça
traduit l'absence de logement personnel et en situation de mal logement. Et là, il y a un indicateur qui est extrêmement préoccupant. Quand je disais que les choses avaient aussi évolué dans le temps, en gros, depuis 2012, dernière enquête de l'INSEE, le nombre de personnes sans domicile fixe a doublé en 10 ans. Parmi ces personnes, il y a bien sûr les sans-abri, que l'on dénombre de l'ordre de 24 000 à 40 000. Mais donc, on a un glissement négatif extrêmement préoccupant. Au final, pour qualifier quantitativement le problème du mal-logement, donc j'ai dit 300 000 personnes sans domicile fixe au sens de l'INSEE, mais plus globalement, c'est 4 millions de mal-logés en France. Et à côté de ces 4 millions de mal-logés, ou en plus de ces 4 millions de mal-logés, il y a 12 millions de personnes en situation de fragilité. C'est-à-dire, elles ne sont pas mal logées au sens propre du terme, mais rencontrent des difficultés de divers ordres, par exemple dans des copropriétés dégradées où ils ont une résiliation de leur bail qui les met sous le coup d'une possible expulsion locative. Pour finir cette courte présentation et laisser la place aux collègues et puis pouvoir débattre avec vous, quelques éléments de contexte politique. En réalité, ce que nous pensons, nous, à la Fondation, et ce que nous voyons d'ailleurs dans les parcours des familles, des personnes, des ménages, c'est que le logement pourrait constituer un levier de protection dans ce monde d'incertitude. Quand je dis d'incertitude, c'est inflation, non-maîtrise des prix de l'énergie, exclusion croissante par le logement. On se dit le logement pourrait être un élément socle constitutif d'une politique sociale de protection. Mais qu'est-ce qui s'est passé si on regarde ces 5 dernières années? Eh bien, on a assisté à une baisse très, très importante des dépenses de l'État dans le champ du logement, moins 15 milliards d'euros lors du précédent quinquennat. Ces baisses, elles ont principalement porté sur les fonds propres, enfin sur les HLM, sur la capacité de production des HLM et sur les APL, les aides personnelles au logement qui permettent aux ménages de se loger quand ils ont des ressources modestes ou très, très basses. Donc, une forte baisse des dépenses. En gros, le logement est un des principaux contributeurs à la baisse de dépenses publiques de l'État depuis 6 ans maintenant. Sur le front de la production, on a une production qui stagne en dessous de 400 000 logements par an, ce qui est bien insuffisant. On avait, par exemple, 437 000 logements mis en chantier en 2017. On a atteint 378 000 en 2022. Donc, impossible de détendre les marchés dans ces conditions, avec un contexte, par ailleurs, extrêmement préoccupant parce qu'on a vu l'augmentation de l'indice du coût de la construction flamber à 11%. On est confronté à une baisse, une pénurie de matériaux, une hausse des prix de l'énergie qui impacte aussi la production, manque de personnel. Donc, on est face à une situation où la production a considérablement diminué, alors que les besoins, notamment dans les secteurs tendus, sont très importants. Également, je le disais très rapidement, le logement social, particulièrement fragilisé par des mesures d'économie, de baisse budgétaire de l'État, mais aussi, par exemple, une augmentation de la TVA. Et puis, phénomène beaucoup plus récent depuis 6 mois, l'augmentation du taux de livret A qui vient impacter très fort la capacité de produire et de rénover des bailleurs sociaux. Vous savez, parce que le modèle économique du logement social repose sur l'épargne des ménages, l'épargne populaire, avec des taux attractifs. Et quand le taux de livret A augmente, c'est une ponction très importante pour les HLM. Au final, je termine juste là-dessus, pardon, on a une baisse considérable du nombre de logements sociaux produits. Pour vous donner 2 chiffres, 125 000 logements HLM en 2016, 95 000 en 2021 et en 2022, alors qu'il y a 2,3 millions de ménages en attente de logement social. Donc, de fortes tensions et des indicateurs qui laisseraient penser qu'on pourrait assister à une détente à venir, eh bien non, qui montrent tout l'inverse, ce qui évidemment nous préoccupe grandement. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse continuer. Il y aurait beaucoup de propositions. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'un des chapitres du rapport cette année porte sur la question du mal logement ou des difficultés de logement que rencontrent les femmes plus particulièrement. Si ça vous intéresse, je vous donnerai quelques indicateurs au cours du débat pour vous montrer comment nous avons qualifié le sujet dans ce chapitre du rapport 2023.
Les femmes et les jeunes, j'imagine également. Oui, oui, alors nous, on a fait un zoom sur la situation des femmes, mais après, dans le rapport, vous trouverez qui est particulièrement confronté aux difficultés de logement. Effectivement, les jeunes, beaucoup de familles monoparentales, des populations en exil aussi, parmi les situations les plus dures de mal logement. Mais oui, jeunes, femmes seules avec enfants, et puis une catégorie un peu nouvelle, des retraités pauvres aussi, qui se trouvent en difficulté à beaucoup d'égards. Je vais laisser la parole à mes camarades. Moi je retiens deux choses de ce qui vient d'être dit. C'est que malheureusement, le logement, ça reste une variable d'ajustement budgétaire, si j'ai bien entendu. Et puis, deuxième sujet qui peut être inquiétant, c'est qu'on n'appuie pas sur un bouton pour créer du logement du jour au lendemain. Ce sont des cycles de moyen et de long terme. Et chaque année qui passe ou chaque semestre qui passe sans qu'il y ait de mise en chantier suffisante, c'est autant de déficits qu'on retrouve au bout de la chaîne, au bout de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Je m'arrête là parce que je pense que Nathalie et Jérôme auront d'autres sujets et questions à aborder. Alors, je vais poser la première question, justement. L'introduction était excellente. Merci à vous deux. Dans les préconisations, enfin les propositions que vous avez formulées dans le rapport, vous demandez davantage de construction neuve, et on vient d'en parler. Mais comment est-ce qu'on résout, selon vous, la crise du foncier disponible, qui n'est pas toujours un foncier public, mais qui est un foncier privé? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, qui fait écho à des propositions que l'Institut Sapiens a également données, c'est sur la taxation des plus-values des terrains non bâtis, puisque pour augmenter le foncier disponible, on peut inciter des propriétaires à vendre du foncier disponible. Et là, vous rejoignez une des propositions de l'Institut, parce que vous dites, en gros, il faut une taxation de la plus-value qui soit inverse, c'est-à-dire qu'il faut taxer très faiblement tout de suite, et puis plus ça va, plus il faut taxer. Est-ce qu'on ne pourrait pas carrément supprimer cette taxation sur la plus-value, qui est une des propositions de l'Institut Sapiens? Voilà, deux questions sur la constructibilité des logements. Oui, alors c'est un enjeu considérable, et on pourrait passer des heures sur le sujet, parce qu'on peut ajouter à cette situation qu'on vient de décrire le fait qu'il y a une contradiction entre la nécessité de produire et le zéro artificialisation nette. Donc on pourra peut-être en discuter, mais là c'est un chantier qui recoupe bien d'autres sujets, hein, face à nos impératifs absolus en matière écologique et la manière dont on continue à répondre aux besoins sociaux et la manière dont aussi on fait une transition écologique juste. Mais c'est un autre sujet. Enfin, c'est un autre sujet. Ça se recoupe quand même, mais c'est évidemment moins précis que votre première question. Oui, alors déjà, il y a un choix politique à faire sur le foncier public. Ce n'était pas votre question, mais je crois quand même que la question se pose. À chaque fois que les politiques publiques ont voulu mettre à contribution le foncier public pour répondre à des besoins dans les territoires, on s'est trouvé face à des concurrences entre ministères. Le ministère des Armées, qui a du foncier, qui va être mis à disposition, mais qui veut en tirer du profit maximum, et la contradiction avec la volonté de répondre à des besoins pour nos aînés, pour du logement social, pour d'autres réponses qui ont une utilité sociale. Donc là, ça rejoint ce que disait Bernard Cadot, hein, c'est-à-dire variable d'ajustement, quid de la politique, quid des ambitions, quid des objectifs, quid de ce grand paquebot, hein. Dès qu'on change, les acteurs sont perdus, il leur faut de la continuité pour pouvoir se constituer tout cet univers de la production. Mais concernant les propriétés non bâties, complètement d'accord avec vous, il faut inverser la fiscalité. En fait, d'abord, aujourd'hui, plus vous le gardez longtemps, moins vous êtes fiscalisé. C'est ce que vous avez indiqué, hein, M. Rely. Nous pensons qu'il faut faire l'inverse. Il faut encourager la mise à disposition. Et puis, il y a plein de débats sur la question du foncier. Vous savez, il y a des pays où le foncier ne vous appartient pas complètement. En France, je vais donner un exemple. Vous avez un terrain qui est non constructible. Au fil des années, la ville évolue. On met l'électricité, on fait venir les VRD, les évacuations. La collectivité publique finance finalement tout ce qui entoure ce terrain. Et puis tout d'un coup, le choix du plan local d'urbanisme, c'est de faire que ce terrain qui n'était pas constructible le devienne.
la valeur du terrain explose. Mais il n'y a même pas de fiscalité dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire à peine, en tout cas. C'est-à-dire que la plus-value, elle est pour le propriétaire. Or, nous pensons que ça pourrait être partagé au niveau de la collectivité pour lui donner des capacités d'agir. Après, l'idée de la supprimer complètement, moi, je ne suis pas favorable. Vous me posez la question, je vous réponds, parce que je pense que nous avons des besoins. Nous avons des besoins de fiscalité. On voit que globalement, la fiscalité, alors elle reste importante dans notre pays. Je ne parle pas que dans le domaine du logement dans son ensemble, mais elle diminue sensiblement. Moi, ce que je constate par rapport aux besoins de transition écologique, par rapport aux besoins sociaux, par rapport à la sécurité, par rapport aux écoles, par rapport à la santé, c'est que nos services publics témoignent d'une forme de dégradation et que nous avons des enjeux considérables qu'il faut être en capacité de financer. Alors, où situer le bon niveau de la fiscalité pour continuer à encourager et néanmoins dégager des ressources pour gérer la société, on peut discuter de tout ça, mais moi je suis prudent parce que je vous donne un exemple et je finis là-dessus pour répondre à votre question. Le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, il a été décidé de supprimer la taxe d'habitation. En campagne, en 2016, Emmanuel Macron a dit « je vais supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages ». Bon, nous on s'est dit à la Fondation Abbé Pierre, c'est une mesure pouvoir d'achat, ce n'est pas vraiment un problème. En supprimant la taxe d'habitation pour 80% des ménages, c'est 10 milliards d'euros par an qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. 10 milliards. Et puis quand, dès la première année, Emmanuel Macron a dit on va aussi ajouter les 20% les plus aisés, c'est-à-dire que finalement on va l'étendre à tout le monde. Et on a rajouté 8 milliards en moins. Donc c'est 18 milliards en moins qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc moi, je veux bien qu'on révise les fiscalités un peu partout, mais jusqu'où et avec quel projet de société sur tous les enjeux que j'évoquais tout à l'heure, régaliens ou sociaux. Donc c'est plutôt un équilibre entre tout ça et je pense qu'il faudrait une vraie mise à plat fiscale dans notre pays, une vraie réflexion collective, plutôt que d'enlever ici et là, sans savoir trop ce que ça donne au final pour l'ensemble de la société. Nathalie. Oui, je vais un petit peu juste rebondir sur ce sujet-là, puis après je vais aller sur l'approche un peu genrée, notamment la problématique que vous avez soulevée à travers notamment les femmes. On voit bien l'offre, elle est très contrainte, elle ne dépend pas forcément l'augmentation des prix qui pourrait réajuster l'offre. Et en fait, ce que j'ai noté, c'est que finalement, cette réactivité de l'offre, elle dépend surtout des règles d'urbanisme et d'usage des sols. Et on voit bien qu'on a plusieurs acteurs politiques et notamment le pouvoir du maire qui est très très fort et qui a aussi des électeurs derrière. Et on sait bien que les habitants voient d'un mauvais œil la construction. Et donc finalement, ce surpouvoir des maires et notamment leur rôle en étant des élus qui finalement répondent à une demande des électeurs, est-ce que ça aussi, ça pourrait pas être un levier, c'est-à-dire peut-être dessaisir ce pouvoir des maires, en tout cas en termes d'octroi de permis de construire, parce que sa prise de décision, du coup, elle est biaisée. Enfin, je ne sais pas. Je partage totalement cette analyse. C'est une analyse pragmatique objective que vous portez là. Il faut un petit peu comprendre pourquoi on en est là. Vous savez, la France a 35 000 maires qui répondent à des vrais besoins de proximité. Et ça, je ne remets pas du tout en cause. Mais c'est quand même la moitié des communes d'Europe. C'est-à-dire que 35 000 maires, c'est 35 000 personnes décisionnaires de qu'est-ce que l'on fait du foncier ou pas, de ce que l'on construit ou pas, et de qu'est-ce que l'on construit sur la ville. Et en réalité, ce n'est absolument pas la bonne échelle d'intervention pour répondre aux besoins des territoires. Donc, je partage totalement cette analyse, c'est-à-dire qu'en fait, la bonne échelle de territoire pour déterminer ce que l'on fait du foncier, c'est le bassin d'habitat, c'est le bassin de transport, c'est le bassin d'emploi. Donc, dans les villes, dans les métropoles, c'est la métropole. Dans d'autres endroits, c'est l'intercommunalité. Mais très clairement, qu'est-ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années? C'est que c'est difficile d'attaquer frontalement cette question parce que destituer les maires de cette fonction, ça ne passera pas. En revanche, comme disent les Belges, c'est un peu le droit artichaut, c'est-à-dire on enlève des feuilles. Petit à petit, on a enlevé des feuilles aux compétences des maires sur cette question de l'habitat, je parle, mais il reste le foncier. Alors, comment on peut faire? On progresse tranquillement avec les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et on voit très bien que c'est là où ça marche. Pourquoi? C'est là où on va pouvoir rétablir les équilibres fonciers entre ceux qui font rien en logement social, ceux qui font rien en équipement.
Et donc, ça se fait à la bonne échelle. Donc, je crois qu'on est en train de progresser dans ce sens-là. C'est sans doute trop long, trop lent pour des gens comme nous qui voyons les souffrances liées au logement ou s'intéressons de près à ce sujet, mais le mouvement est là. Et en tout cas, on ne s'en sortira pas sans passer par cette étape de faire que le foncier et les décisions liées au foncier se passent à une autre échelle que celle de la mairie, c'est sûr. Et, pardon d'interrompre 30 secondes, mais sur ce sujet-là, Christophe, est-ce qu'on ne pourrait pas dire de la même manière que si on change d'échelle de décision, il faudrait revoir cette notion de quota de logements sociaux par commune et l'appliquer de manière globale sur la même échelle que celle qui décidera demain de la constructibilité ou pas? Et alors, il y a une petite difficulté, j'entends, mais il y a une petite difficulté. Pourquoi? En gros, ce que Bernard Cadot indique là, si j'ai bien compris, c'est de dire aujourd'hui, la loi SRU qui impose 20 à 25% de logements sociaux, elle s'adresse aux communes. Voilà. Si la compétence, comme on vient de l'évoquer, de plus en plus de compétences se font à l'échelle de l'intercommunalité ou de la métropole, ne faudrait-il pas fixer ce niveau de 20 à 25% à l'échelle de la métropole? Le problème, c'est que la loi SRU, elle vise justement à rétablir des équilibres entre des communes qui, l'une à côté de l'autre, peut d'un côté avoir 3% de logements sociaux et de l'autre 50%. Si on fait ce qui est indiqué là, ça veut dire que 3% plus 50%, ça fait 53%. Donc, ça veut dire qu'on est à 26. Donc, on ne rétablit pas les équilibres dans la capacité des communes à accueillir les ménages modestes, les travailleurs de première ligne, de deuxième ligne, les enseignants, les policiers, avec le logement social. Donc, nous, on n'est plutôt pas favorable à cette logique-là. On est plutôt dans une autre logique qui est de dire, par exemple, à l'échelle de la ville de Paris, de pouvoir établir ces rééquilibrages à l'échelle des arrondissements. Donc, on est plutôt pour descendre à un niveau plus bas. Mais j'entends que ça se discute, mais comme il s'agissait de ne pas, d'inciter à un rééquilibrage, si on le fait à l'échelle de la métropole, bon, il n'y a plus beaucoup de communes qui vont être soumises à la loi SRU, enfin de territoire du coup. Bon, merci. Je laisse la main à Nathalie. Excuse-moi, Nathalie. Pas de souci, hein, on est dans l'échange. Alors, ça, c'était le premier point avant de venir sur les femmes. Le deuxième point, c'était aussi, en fait, bon, je vois beaucoup d'injonctions contradictoires, c'est-à-dire construire des logements neufs, mais en même temps lutter, ça vous l'avez dit, contre la surdensité, l'étalement urbain, protéger les locataires et inciter les ménages, accueillir des ménages en difficulté dans les logements sociaux, mais en même temps favoriser la mixité. Donc, enfin, là, je vous cite 3 exemples d'injonctions contradictoires, si vous voulez, enfin, en tout cas. Et on sait bien en psychologie que ça tétanise, en fait, ça tétanise totalement l'action. Et comment on peut dépasser ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas demander l'un et son contraire en même temps. Bon, alors on peut passer à la pensée complexe, hein, la gestion du paradoxe, mais est-ce que vous ne pensez pas que ces injonctions-là sont un peu contre-productives finalement? Je crois pas, en fait. C'est-à-dire que, au fond, je crois que surtout on souffre, mais comme le disait Bernard Cadot, d'une insuffisance de pilotage, de vision de ce que nous voulons. Alors, en réalité, cette question du logement, c'est une des rares questions qui concerne tout le monde, tous les territoires. Dans chaque petit village de France, sous une forme ou une autre, dans les plus grandes métropoles, concurrentielles avec les métropoles européennes, etc. Et donc, c'est nécessairement complexe, par définition. Et si on y ajoute effectivement l'enjeu de transition écologique, ça l'est encore plus complexe. Mais ce n'est pas parce que c'est complexe que ça ne peut pas donner lieu à une politique qui donne une vision claire. Je m'explique. Prenons la diversité des territoires. Les villes, les grandes villes, sont soumises à une pression telle, du fait de leur attractivité, que la construction est incontournable. La construction est incontournable, et en même temps, on veut réduire l'artificialisation nette. Ça veut dire qu'on doit travailler la ville. On doit travailler la ville sur la ville. Ça veut dire qu'on doit être en capacité de densifier la ville, mais le faire aussi en respect avec des îlots de chaleur, avec de fraîcheur, avec bon. Donc,
Je pense qu'on a toutes les intelligences pour le faire, à condition de partager ça avec les citoyens, avec les décideurs, avec les acteurs, producteurs, promoteurs, agences immobilières, etc. Et puis, vous avez le petit village du Cantal qui, lui, est confronté à des phénomènes de précarité énergétique, de désindustrialisation, de déprise économique, démographique. Et là, on est sur d'autres choses, comme le font par exemple les actions cœur de ville, où on a d'autres outils, d'autres motivations. Et donc, on a là, je pense, toutes les intelligences pour pouvoir penser cette ville. Si je prends la contradiction que vous évoquiez au sujet de la mixité sociale, tous les territoires ne sont pas confrontés à cette difficulté. Bien sûr, les grands ensembles des années 60, 70, c'est le sujet majeur. Donc, quand on regarde tout ça, je partage votre avis, hein, on se dit, on ne sait plus où donner de la tête. Mais précisément, c'est l'enjeu des politiques nationales d'un côté que de donner une visibilité sur la place du logement, ce que disait Bernard Cadot, et c'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte, le premier poste de dépense des ménages, aussi peu porté politiquement depuis 20 ans. Alors, avec des hauts et des bas, hein, tout n'est pas égal par ailleurs. L'époque de Jean-Louis Borloo avait montré une vraie dynamique sur la question de la production, du plan de cohésion sociale, du plan national de rénovation urbaine, qui avait créé des outils, qui avait entraîné les acteurs économiques, les maires, etc. À l'époque de 90, Louis Besson, le ministre du Logement, avait vraiment mené des politiques sociales, parce que c'était aussi les besoins de l'époque avec le chômage de masse, vraiment efficaces. Donc, mais globalement, on est très insuffisant. Mais en revanche, nous avons toutes les compétences en analyse et les outils de programmation, de planification. Mais on a une sorte de fainéantise intellectuelle et politique sur le sujet. Je prends juste un exemple pour vous dire ce que j'essaye d'expliquer et qui fait écho avec ce que vous disiez à l'instant, madame, c'est que qui parle d'aménagement du territoire aujourd'hui? Où parle-t-on d'aménagement du territoire? Revenons sur l'histoire des 60 dernières années. Dans les années 50, 60, 70, il y avait des politiques d'aménagement du territoire. Qui a une vision de l'aménagement du territoire aujourd'hui? Sans ça, on ne peut pas guider l'action politique. Donc chacun se débrouille, effectivement, comme il peut, et du coup, avec des injonctions contradictoires, et c'est difficile de mener des politiques adaptées. Merci. Jérôme, tu veux rebondir là-dessus avant qu'on passe sur la question genrée ou pas? Juste avant, pour vous dire qu'il y a énormément de monde ce matin et c'est tant mieux, parce que comme ça, les messages seront d'autant plus facilement passés. Et on va pouvoir inviter celles et ceux qui le souhaitent à poser des questions et on leur répondra en direct d'ici une dizaine de minutes. Donc, allez-y, n'ayez aucune pudeur par rapport à ça et posez-nous toutes les questions que vous voulez. Alors, juste rapidement, donc, sur l'aspect genre, bon, vous aviez bien redit effectivement les catégories de personnes les plus susceptibles d'avoir voilà, un problème de logement, les femmes seules, enfin les personnes seules, et en l'occurrence les femmes seules, les familles monoparentales et les seniors, en tout cas les seniors qui ont un pouvoir d'achat faible. Alors, bon, la problématique des femmes, j'allais dire, elle est sur le logement, elle est sur quand on veut avoir des financements pour lancer une entreprise, c'est la même chose. Donc, votre rapport a bien mis des points là-dessus, mais en fait, souvent on dit les femmes sont moins dans la rue que les hommes, et souvent, ou alors j'ai lu trop vite, c'est que ces femmes-là acceptent souvent des clauses contractuelles qui sont moins acceptables, elles sont moins regardantes sur le prix, sur l'état du bien, parce que souvent elles ont, ce sont des mères et elles doivent finalement protéger leur enfant. Donc déjà dans l'acceptation, elles sont biaisées dans leur prise de décision. Et ensuite, alors ce qui n'est pas soulevé, c'est qu'elles subissent aussi des formes de harcèlement, donc finalement propriétaires qui vont avoir certaines demandes qui sont déplacées. Donc il y a tout cet aspect-là aussi en fait, de harcèlement et voire de violence qui sont faites au-delà même de l'accès de la précarité. Enfin, je ne sais pas si vous pouviez nous en parler un peu plus, si vous l'aviez vu, si vous l'aviez analysé. Oui, tout à fait. Alors, c'est peut-être pas dans la synthèse parce que c'est des synthèses courtes, mais dans le chapitre que l'on a fait sur le genre et le mal logement, ce que vous pointez est analysé. En fait, vous avez dit plusieurs choses. D'abord, parmi les personnes sans domicile fixe que j'évoquais tout à l'heure, dont je l'indiquais que le chiffre avait doublé en 10 ans, entre les 2 dernières enquêtes de l'INSEE, alors ça date un peu, c'est ça qui
qui est un petit peu triste parce que c'est quand même un sujet grave, mais les 2 dernières enquêtes, c'est 2001 et 2012. Il y en a une qui est en préparation pour dans 2 ans. Vous avez la part des femmes parmi les personnes sans domicile fixe, donc pas seulement des personnes sans abri, comme on le disait tout à l'heure. La part des femmes sans domicile fixe entre 2001 et 2012 est passée de 32 à 38%. Et clairement, on observe, nous, aujourd'hui, une recrudescence. Alors, nous n'avons pas de statistiques plus récentes pour le dire, mais c'est assez clair. Et je pense aux femmes, mais je pense aussi aux femmes avec enfants. Donc, quelque chose d'extrêmement préoccupant. Pour vous donner juste une idée, mais quand moi, j'ai commencé à travailler à la Fondation, ça commence à dater, mais il y avait, c'était presque quasiment impossible de penser qu'il y ait une femme sans abri, et encore plus avec un enfant. Aujourd'hui, comme vous le constatez les uns et les autres, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, c'est assez inquiétant sur une forme de dégradation. Sur la situation des femmes dans l'accès au logement, puisque c'est au moment de l'accès que ces questions se posent. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont plus fragilisées que les hommes à bien des égards, parce qu'il y a l'écart de salaire que vous connaissez, hein, qui reste quand même à des niveaux encore aujourd'hui de 22% aujourd'hui. Vous avez le constat selon lequel les mères célibataires sont 2 fois plus touchées par les difficultés de logement que l'ensemble de la population, 2 fois plus, et plus elles ont d'enfants, plus ce taux augmente. Vous avez les écarts au moment des séparations, hein, le niveau de vie des femmes après une séparation, il y a quand même plus de 400 000 séparations par an. Le niveau des femmes après la séparation, il baisse de 14 à 15%, tandis que celui, par rapport à la situation du couple, tandis que celui des hommes, il continue d'augmenter, il augmente de 3,5%. Bref, c'est vrai aussi dans le veuvage, au moment des pensions de retraite. On a donc des situations, comme vous disiez, qui ne sont pas propres au logement, mais qui du coup fragilisent considérablement le logement, dans l'accès au logement, dans le maintien dans le logement. Et donc, quand on est en situation de chercher un logement, alors, ça n'est pas la masse, ce que vous évoquez, mais oui, ça les met en situation de fragilité considérable. 2 volets. Quand les femmes sont victimes de violences familiales, conjugales, la difficulté à obtenir un hébergement, par exemple, parce que l'hébergement est saturé, peut conduire un certain nombre de femmes, et nous avons des témoignages dans le rapport, à rester sous le foyer, y compris avec le conjoint violent, faute d'alternative, parce qu'on ne peut pas se retrouver, par exemple, avec ses gamins à la rue. Mais elles sont soumises aussi à des pressions fortes, y compris avec des échanges financiers où je vais t'héberger, alors du coup, vous êtes otage de la personne qui vous héberge, donc vous allez vous occuper du repas, du lavage, du nettoyage, de la lessive, etc., voire même des échanges sur des pratiques sexuelles ou autres. Donc, il y a effectivement une fragilité accrue. Ce qu'on est en train de dire, c'est que comme tout le monde a besoin d'un logement, et c'est ça cette histoire de la priorité qu'il faut absolument donner au logement, à côté de l'éducation et de l'emploi, j'en ai bien conscience, mais comme tout le monde a besoin d'un logement, le jour où pour une raison ou une autre, ou pour les inégalités dont on vient de parler, on se retrouve en situation de fragilité pour rester dans un logement ou trouver un logement, eh bien, on est prêt souvent à faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, des gens louent à des marchands de sommeil des logements à 800 € par mois parce qu'il faut bien trouver un toit sur la tête, si vous voulez. Et donc, si on descend le fil de ce que vous indiquiez, Nathalie, on est dans ce phénomène-là. C'est-à-dire, ben, je ne trouve pas, et je me retrouve à un moment en situation de fragilité qui m'expose encore plus à des comportements qui sont évidemment totalement inacceptables. Merci, je vais laisser à Jérôme le soin de continuer. Jérôme, et puis après, on ira voir les questions un petit peu. Merci, c'était très intéressant. Je voudrais parler d'un autre sujet dans les préconisations que vous avez faites. Vous préconisez d'élargir la garantie Visale, qui est une sorte de garantie de loyer faite aux bailleurs privés. Et donc, d'élargir cette garantie Visale à tous les baux et à tous les locataires, hein, en instaurant une sorte de garantie universelle et obligatoire des loyers. Et il y avait eu, il y a quelque temps, une proposition du député Nogal pour élargir justement, quelque part, rendre obligatoire une sorte de garantie de loyer. Pourquoi est-ce que c'est forcément Visale? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur d'autres garanties de loyer qui existent et qui sont privées? C'est la première question. Et la deuxième, c'est pour aller plus loin. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition que l'Institut Sapiens a établie de proposer un statut du bailleur privé, qui est une sorte de régime universel d'investissement locatif privé,
qui permettrait de décorréler la situation du bien avec le régime d'imposition. Alors, ça va faire écho à une démarche qui est en cours. Moi, je participe au CNR national, mis en place par le président de la République et la première ministre, qui traite de tous les sujets de société et des projets à venir pour la France, pour faire vite. Et dans le cadre de ce CNR, nous avons pointé l'importance du sujet du logement. Quand je dis nous, c'est les syndicats, c'est le MEDEF, c'est les associations d'élus, bien sûr la Fondation Abbé Pierre, bref. Au final, le président de la République a dit « Ok, on va faire un CNR logement » qui a été confié au ministre du Logement, Olivier Klein, qui nous a proposé à Véronique Bédag, qui est la directrice générale de Nexity, et moi-même, de co-animer. Nous avons constitué 3 groupes, dont un des groupes intègre M. Nogan. Je dis ça parce qu'en fait, les 2 sujets que vous venez d'évoquer sont discutés en ce moment au sein des 3 groupes et avec le cabinet logement, parce que l'idée, c'est que les 3 groupes fassent émerger leurs propositions les plus importantes, qu'ensuite on les combine et qu'on voit avec le ministère du Logement ce qu'il est prêt à prendre dans cette logique-là. Sur le premier sujet, en fait, Visal, cette garantie donc, qui est allouée via Action Logement, est en train de monter en puissance depuis 5, 6, 7 ans. Donc, c'est plutôt positif. Au départ, elle s'adressait uniquement aux personnes en situation d'emploi, aux très jeunes. Maintenant, c'est tous les moins de 30 ans. Donc, progressivement, elle s'est élargie. Tous les moins de 30 ans, ceux qui ont des contrats courts, et, dans le domaine de l'emploi, pardon, et ceux qui sont en CDD ou en période d'essai. Donc, on voit que progressivement, cette garantie s'est élargie à des publics plus nombreux. Ce qui est une bonne nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup dans le logement, donc il faut le dire. C'est une bonne nouvelle parce que, vous savez, c'est comme toute l'histoire de la protection sociale. Quand vous avez des ressources ou quand vous avez de la famille qui peut vous soutenir, qui peut donner les garanties, les double airbags, triple airbags qui sont demandés, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, la protection sociale, elle est faite pour ceux qui, justement, ne s'en sortent pas par eux-mêmes ou n'ont pas la chance d'avoir des appuis familiaux, amicaux ou autres pour répondre à ces besoins. Donc, on voit que ça répond à un vrai besoin. Pourquoi on pense qu'il faut continuer à l'élargir? Parce que tout le monde n'accepte pas encore les garanties Visal. Alors, normalement, on devrait pouvoir l'accepter, mais ce n'est pas vrai. On a beaucoup de témoignages, nous, à la Fondation, de propriétaires qui ne souhaitent pas, parce qu'ils considèrent que si les gens ont besoin d'une garantie Visal, c'est qu'il doit y avoir une forme de fragilité quelque part, et donc ça les inquiète. Et on est plutôt habitué à d'autres mécanismes, y compris assurantiels. Très bien, ce n'est pas une critique, mais ce que je constate, c'est que si tel est le cas, ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas bénéficier de garants, par exemple dans leur famille, et qui ne se voient pas accepter Visal, rencontrent des difficultés pour accéder au logement. Notre idée, c'est de dire, si on mettait en place un système qui finalement reposerait sur la mutualisation des risques qui sont assez limités finalement. Vous connaissez très bien ces sujets-là, les uns et les autres autour de cette visio. Et donc, on permettrait, je pense, sans trop de coûts financiers, de répondre à ce besoin. Simplement, la difficulté, c'est quoi? C'est que Action Logement ne peut pas garantir tout le pays. Ce n'est pas sa mission par définition. Donc, si jamais on devait adjoindre d'autres publics qui ne sont pas couverts par la garantie Visal, il faudrait que l'État mette au pot aussi pour garantir. Et c'est ce qu'il ne souhaite pas faire depuis quelques années. Bon, ça, c'est le premier sujet. Ou bien que les bailleurs privés prennent eux-mêmes une garantie de loyer de manière obligatoire, comme on prend une assurance pour son logement, une assurance pour sa voiture. C'était le point de ma discussion. Payé par qui? Eh bien, par le bailleur privé. Pas cofinancé par le bailleur et le locataire? Non, c'est le bailleur privé qui finance sa propre assurance, mais elle est obligatoire comme on assure son logement, comme on assure sa voiture. L'idée, c'était un peu de transposer effectivement le principe de l'assurance automobile en disant l'assurance automobile, par définition, elle est obligatoire. Et après, à l'intérieur de cette obligation, il y a effectivement différents fournisseurs de cette garantie, mais elle est obligatoire pour tout le monde.
Et puis, au passage, on peut créer un fonds de garantie qui permettrait de subvenir à des besoins d'urgence liés aux besoins de logement. Et c'est sans effort pour l'État, pour le C'est budget. gratuit pour l'État. Et pour le locataire. Et pour le locataire. Écoutez, moi, je veux bien que vous m'envoyiez cette proposition. Il faut y réfléchir dans ces termes-là. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt ce qui était proposé par les acteurs. Donc, je suis intéressé par ce que propose l'Institut. C'est qu'on reste sur un système assurantiel. Les assurances souhaiteraient maintenir. Il y a eu quand même une opposition à l'idée de généraliser la garantie, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Jérôme. Mais c'est que ce qui était proposé jusqu'à maintenant, et au moment du débat en 2014 sur la garantie universelle des loyers, c'était de maintenir un système assurantiel et de le faire cofinancer par le locataire et le propriétaire. Donc, j'entends que vous allez sur une autre proposition qui mérite d'être étudiée. Je n'ai pas en tête les effets que ça peut produire et quelle pourrait être l'attractivité du côté des propriétaires. Concernant le statut du bailleur privé, on est en train donc de le travailler dans le cadre du CNR Logement. Mais deux choses. Quand on parle de statut du bailleur privé, en fait, ça ne dit pas grand-chose. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout le monde est plutôt favorable à un statut du bailleur privé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on y intègre toutes les aides qui sont aujourd'hui apportées, ou les nouvelles, aux bailleurs pour les inciter à produire du logement, pour le mettre sur le parc locatif? Et si oui, à quel, donc pour créer de la lisibilité, de la simplicité? Et si oui, quelles conditions mettons d'un point de vue social et écologique sur ces aides publiques? Ensuite, est-ce qu'on est, du point de vue de l'incitation financière, est-ce qu'on est sur la défiscalisation ou pas? Donc, on est là sur ce sujet-là et on est en train d'en discuter au CNR. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on met dedans? Peut-être toutes les aides qui incitent à la production. Qu'est-ce qu'on met comme contrepartie? Parce qu'il ne s'agit pas de dilapider l'argent comme cela. Comment ça crée ou pas des phénomènes de concurrence avec le logement social selon les outils d'attractivité qu'on met en place? Je pense à la TVA, il y en a certains qui proposent sur la TVA. Attention à ne pas créer une concurrence, que ce soit plus attractif, mais on peut trouver les bons curseurs. Et quels sont les leviers que l'on utilise? Défiscalisation ou pas? Ou d'autres. Voilà, donc c'est le débat. Nous, on y est plutôt favorable à l'idée de simplifier, de donner de la visibilité et d'adresser un message sur le fait qu'il n'y a pas que le logement social dans la vie. On ne s'en sortira pas que avec le logement social, on le sait très bien. Donc voilà, on est en train de définir ce périmètre et je serais intéressé d'avoir effectivement plus précisément vos propositions. C'est important ce qui vient d'être dit parce que, en fait, notre idée de départ, c'était de considérer que le bailleur social, le bailleur privé, pardon, est en tant que tel un agent économique et social comme un autre parce qu'il va contribuer à mettre sur le marché des logements qui sont, on le sait, qui ne sont pas suffisants. Le propos n'est pas de mettre en concurrence avec le logement social, puisqu'il faut que l'ensemble du domaine du logement social soit non seulement préservé, mais que ça continue de prospérer. Mais il y a un sujet qui est réel, c'est la crainte éventuelle des bailleurs de se dire, je prends un risque financier, ma fiscalité, finalement, elle n'est pas si intéressante que ça, donc est-ce que je ne pourrais pas avoir un autre statut? Et je pense notamment à l'amortissement de l'investissement, pas seulement de flécher des aides. Et puis, il y avait une sous-proposition ou une proposition annexe qui était liée à ça pour nous, c'était de considérer que le logement ne devait pas être seulement considéré comme social par le biais de ceux qui avaient financé la construction du logement, mais ça pouvait être aussi la volonté d'un bailleur privé, par exemple, d'accepter les conditions d'un logement social, donc d'un loyer minoré, et de faire que c'était l'occupant, puisqu'on sait bien qu'il y a 60 à 70% des locataires du parc privé qui seraient éligibles au logement social. Donc, l'idée, c'était de se dire, on raisonne et de manière ponctuelle, parce que d'un locataire à un autre, ça peut changer de situation, mais au moins sur un locataire identifié, le logement sera considéré comme social par rapport à la situation personnelle de ce locataire. C'était aussi tout ça qui était pris en considération dans nos propositions. Est-ce qu'on a des questions de nos auditrices et auditeurs du matin, Erwan?
Oui, Bernard, je te l'ai tout annoncé par SMS, mais je vais te les relire ici si tu le Ah, souhaites. pardon. Je n'ai pas regardé. Alors, première question, quelle sera l'incidence des réglementations DPE sur les loyers, sur la dynamique des loyers? Alors, eh ben, on va laisser Christophe répondre peut-être, non? Pardon, j'ai l'incidence sur c'est des interdictions. Sur les réglementations des PE, la question, c'est il y a un risque à court terme qu'il y ait des logements qui disparaissent du marché locatif. Donc, ça veut dire une pression supplémentaire, in fine, sur le marché locatif. C'est ça la question? Tout à fait. Et je couple par une autre question qui revient un petit peu, enfin, qui est liée à la même thématique. Est-ce que se concentrer, on va dire de manière beaucoup plus intense sur la rénovation des logements et non plus sur la construction pourrait permettre de résoudre les différents problèmes que vous avez cités, notamment sur la restriction de l'offre? Donc, une question sur on va dire la restriction sur les TPE qui va du coup sortir certains logements du marché, et est-ce qu'il ne vaut pas faire un effort plus accru sur la rénovation plutôt que sur la construction? OK. Donc, sur la première question, on parle des interdictions qui ont été inscrites dans la loi climat et résilience, lesquelles vont être progressives, à savoir que depuis le 1er janvier dernier, les pires des passoires thermiques sont concernés par l'obligation de rénover le logement pour le faire sortir de la catégorie, alors la pire des pires, puisque c'est même pas G, c'est G+++, on va dire, et progressivement, jusqu'en 2035, les interdictions de louer s'il n'y a pas eu de travaux vont s'accentuer. Alors, on est dans un moment très difficile, mais qui fait écho à bien d'autres choses. On parlait tout à l'heure construction ZAN, on pourrait dire interdiction des véhicules thermiques neufs à la vente en 2035 en Europe. On pourrait dire mise en place des zones à faible émission dans les métropoles. Quid de qui peut rentrer dans ces logements, dans ces villes, avec leur véhicule et la capacité d'obtenir un véhicule qui est une critère 1. Bon, on est dans cette contradiction qui crée des tensions bien réelles. Donc, c'est difficile. Ce que nous pensons, c'est que, en réalité, on n'a pas le choix sur la question écologique. Il faut déjà partager ce point de vue. Si on ne le partage pas, évidemment, la suite n'est pas la même. On n'a pas le choix. Si on regarde la question des enjeux autour de la rénovation thermique, ils sont considérables. Je parlais de 12 millions de précaires énergétiques, il y a 5,4 millions de passoires thermiques. C'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, le logement, le bâtiment. Donc, si on veut atteindre nos objectifs 2030-2050, pour 2050, zéro émission de gaz à effet de serre, et 2030, on réduit de moitié, on est obligé de passer par les différents secteurs. C'est l'objet de la planification écologique, hein, sur le domaine de l'agriculture, le domaine du transport, le domaine du logement. Et on sait très bien, y compris avec les expériences internationales, que si on ne passe pas à un moment à une obligation, on n'arrive pas en fait à avancer au rythme qui est celui que nous nous sommes donnés pour atteindre ces objectifs et les engagements internationaux que nous avons pris. Donc, je mets ce cadre-là pour dire qu'avant d'être un sujet compliqué, c'est une nécessité. Maintenant, on démarre doucement, avec là vraiment très peu de logements concernés par la mesure depuis le 1er janvier. La question qui se pose, c'est quels moyens on donne pour pouvoir rénover les logements aux propriétaires. Donc, nous, on veut inverser la logique, c'est-à-dire les moyens dédiés à la rénovation thermique des logements pour ceux qui auraient des difficultés d'un point de vue financier pour le faire. Et c'est essentiel, parce que l'acceptation, la faisabilité, la pertinence de ces mesures qui s'imposent à nous ne seront acceptables, réalistes et réalisées uniquement à condition d'accompagner. Voilà. On est bien d'accord. C'est 180 milliards, hein, 180 milliards estimés. Jusqu'à 2000, combien, 30, 35? Oui. Oui, à l'échelle. Oui, il faut regarder. Nous, on pense qu'il faut un triplement des aides aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on retombe sur les pattes de ce que vous venez de dire en masse. Ça fait peur, hein, quand on dit un chiffre comme ça, cher Bernard. Mais il faut regarder ce que ça veut dire par an. Oui, mais en même temps, il y a un côté positif parce que ça fait travailler l'économie et ça irrigue aussi pas mal de choses autour. Et in fine, ça donne du confort de vie. Hein. Complètement. Complètement. Et alors, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre, donc l'objectif. Ça réduit, ça redonne du pouvoir d'achat aux ménages. Juste pour vous donner une idée, nous, évidemment, on s'adresse dans nos actions plutôt aux plus pauvres et on contribue
à rénover de façon très performante des passoires thermiques de ménages en situation de pauvreté. Et on apprend aussi à utiliser le logement. Mais on redonne du pouvoir d'achat à des gens qui ont de très, très faibles ressources de façon considérable. Alors, il y a l'effet rebond parce que du coup, les gens se sentent mieux, donc ils chauffent un peu plus, donc ça réduit cet impact. Mais c'est vraiment des sommes importantes, entre 700, 1000, 1400, 1500 euros par an, selon les situations. C'est beaucoup hein, quand vous avez des toutes petites ressources, 500, 800 euros, 1000 euros, 1200 euros. Donc, effectivement, c'est vertueux. Et sur le développement des territoires et économiques, Bernard vient de l'indiquer, notamment parce que c'est partout que ça se joue, hein, y compris en milieu rural. On n'est pas juste sur les métropoles. Et la deuxième partie de la question, je l'ai oubliée, pardon. Alors, Erwan, la deuxième partie de la question, c'était sur les DPE, c'est ça? Tout à fait. Incidence du DPE sur les loyers. Sur les loyers. Avec la sortie de pas mal de potentiels comment dire, de logements du marché, mais surtout aussi le fait que potentiellement la rénovation puisse se répercuter aussi sur le loyer à la location. Ah, alors sur le premier point, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un risque, hein, c'est comme quand il y avait eu le décret d'essence en 2011 qui indiquait la norme minimale de ce qu'est un logement et de ce qu'est pas un logement. Hein. On avait indiqué qu'en dessous de 9 mètres carrés, c'était pas un logement. Beaucoup avaient dit bah, ça va faire sortir plein de logements. Bah, il y a plutôt eu un travail pour faire que, par exemple, les chambres de bonne, quand vous en avez 2 de 6 mètres carrés, ben, on pète la cloison et on arrive à faire quelque chose de l'ordre de 12 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la question, c'est l'accompagnement financier pour ne pas mettre en difficulté des propriétaires qui sortiraient du marché du fait de ces contraintes en se disant ouais, c'est trop ou je n'ai pas les sous pour le faire, je ne veux pas me mettre en difficulté. Donc, il faut aider, il faut accompagner, mais il faut vraiment le faire. Hein, ce n'est pas juste une phrase en l'air. Alors, sur l'augmentation des loyers, ce serait lié aux investissements, c'est ça? Enfin, je ne peux pas trop, je ne mesure pas. Je n'ai pas d'éléments là-dessus pour dire quelle incidence ça pourrait avoir ou pas. C'est-à-dire que le premier effet qu'on redoute, c'est que s'il y a moins de logements mis à disposition, et pour de bonnes raisons, puisque ça vient d'être évoqué, il y aura mécaniquement une pression supplémentaire sur le marché locatif, et d'autant plus, et on en parlera tout à l'heure à la fin de notre entretien, dans les propositions que nous faisons dans la note de l'Institut Sapiens, cette problématique de l'accès au crédit des primo-accédants, et ceux qui ne peuvent pas acheter aujourd'hui, les jeunes qui ne peuvent pas acheter, il faut qu'ils se logent, donc ils vont se retourner sur le marché locatif. Donc, il y aura de fait une pression supplémentaire sur l'ensemble des prix de loyer. C'est un petit peu ça, okay. Je pense, le sens de la question. Ok, je partage évidemment le sujet. C'est pour ça qu'il faut parallèlement aussi produire beaucoup plus. Et la deuxième partie de la question, c'était aussi entre rénovation et production tout à l'heure. Ça m'est revenu. Oui, bah, est-ce que la rénovation, ça ne va pas plus vite finalement? Mais moi, je pense qu'il faut faire les deux. Enfin, je vais dire. Oui, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de choisir. C'est comme si on disait dans l'emploi, est-ce qu'il faut d'abord se préoccuper de la formation professionnelle ou de l'emploi des seniors qui partent à 55 ans? Mais il faut faire les deux. Il faut faire les 3, il faut faire les 4, il faut faire les 5. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de choisir entre les deux. Si ce n'est, à la limite près, comme je l'indiquais tout à l'heure, que tous les territoires ne sont pas soumis aux mêmes difficultés. Quand vous avez des petites villes qui se vident de leur centre-ville, la question de l'attractivité de ces villes et de ces centres-villes est au cœur, et ce n'est pas les mêmes outils que la production en densification que j'évoquais tout à l'heure dans les métropoles. Donc, ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes politiques, ce n'est pas les mêmes incitations, pas les mêmes accompagnements, mais je ne pense pas qu'il faille choisir l'un par rapport à l'autre. Après, à quel niveau? Je crois que les objectifs sont clairs en matière de rénovation thermique, c'est 500 000 par an. Combien faut-il construire par ailleurs, parallèlement? Vous savez qu'il y avait souvent un chiffre qui avait circulé aussi de 500 000 par an. Oui. Moi, je crois que c'est plutôt l'addition des besoins locaux qu'il faudrait, il faudrait faire l'addition des besoins locaux pour avoir une idée un peu plus précise, parce qu'autrement, c'est un chiffre un peu global, mais on n'est sans doute pas très loin de la vérité quand on regarde ce qui remonte des besoins des métropoles en matière de production. Donc voilà, le chiffre national n'est pas terrible, mais ça donne une indication, 400, 450, 500. Oui. Si déjà on les faisait, ça serait bien.
Juste sur… Il y avait une question, pardon, Nathalie, il y avait une question Non, sur juste pour rebondir pour l'histoire de, effectivement, cet impact sur les loyers. Il faut quand même aussi, bon, je suis d'accord, hein, la transition écologique, il faut la faire, etc. Après, c'est la question des moyens et des délais. Quand on voit qu'il n'y a pas d'artisans aujourd'hui, moi je vois, donc j'ai fait un investissement locatif dans lequel il y a un étudiant dedans, mais changer les fenêtres, on a changé toutes les fenêtres, ça a mis 1 an. 1 an. Et sachez aussi que les travaux, les artisans aujourd'hui n'acceptent des travaux qu'à partir du moment où l'enveloppe est suffisamment importante, sinon ça ne les intéresse pas. Donc ça veut dire que sur des travaux d'un montant entre 20 et 30, 40, 50 000 euros, ils ne sont pas intéressés. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien de faire des travaux, c'est bien d'y aller, mais est-ce qu'on a les moyens et la capacité de production et donc des artisans capables de faire les travaux? Et je parle de bons artisans aussi. Vous pointez un élément, pardon. Vous pointez un élément essentiel. Je partage totalement cette analyse. Mais pourquoi, du coup, la loi climat et résilience est construite comme ça? Justement. Aujourd'hui, l'obligation, elle repose sur un nombre très limité de logements, mais elle va progressivement monter en puissance. Ce qu'il nous faut, mais Bernard le disait en introduction, c'est un gros paquebot, la politique du logement. Il faut de la visibilité. C'est quoi notre objectif dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? De façon à ce que les filières puissent s'organiser, sachent qu'il va y avoir un marché durable, arrêter le stop and go dans les politiques publiques. On dit un coup, on va faire ci, on va faire ça. Ben non, en fait, on va reculer. Ben non, en fait, on va accélérer. Les acteurs du logement sont très compétents dans ce pays. Les dynamiques, les volontés, les envies de faire. Il y a des marchés considérables que rappelait Bernard aussi tout à l'heure. Ce que vous venez de dire est essentiel. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on sache où on va en matière de production, en matière de revitalisation des centres en déprise, en matière de rénovation thermique, et qu'on ait une visibilité sur que tous les acteurs économiques aient une visibilité, de façon à ce que ça se sédimente progressivement, cette capacité d'agir au-delà des aides que j'évoquais tout à l'heure. C'est archi fondamental, mais vraiment archi fondamental. Donc du coup, la montée en puissance, normalement, elle était faite dans l'esprit de viser ça. Maintenant, c'est aux responsables politiques de donner de la continuité dans ces histoires-là, et c'est vraiment archi essentiel. Quand on casse un appareil de production, parce qu'on laisse tomber le logement, je suis désolé, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Plus les difficultés économiques qui existent, je le disais, sur l'indice du coût de la construction, les difficultés de recrutement, etc. Mais il nous faut des années pour le reconstituer. Vraiment, c'est un temps long. Ça se déplace très, très lentement, cette histoire. Donc, c'est ce que vous avez dit, mais dans tous les domaines du logement, me semble-t-il, est archi fondamental. Mais il faut dans ce cas-là qu'il y ait une continuité qui dépasse même les alternances politiques. Il y avait une autre question qui était liée à la relation du logement à l'emploi. Est-ce qu'on peut parler de logement sans emploi et vice-versa? On voit bien qu'il y a un déterminant entre la capacité à se loger et le fait d'avoir une activité professionnelle. Et aussi peut-être derrière la mobilité qui serait induite par le travail. Complètement. Complètement. Bon, déjà, si on prend les situations les pires de mal logement, pas de logement, pas d'emploi. Ou alors c'est très difficile et ça ne tient pas longtemps. Hein. Il y a des personnes, à peu près un peu moins d'un quart des personnes sans domicile qui sont en emploi. Vous vous rendez compte? Donc, d'abord, si on prend les situations les plus dures, évidemment. Bien sûr aussi, si on pense à la question de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire le lien entre emploi et logement. Vous savez, quand on dit il y a 3 millions de logements vacants, ça n'a aucun sens. Le département où la vacance est la plus forte, c'est dans le Cantal, mais il n'y a pas une attractivité liée à l'emploi. Donc là, on voit bien à quel point les deux sont liés. Et puis, j'ajoutais la question de la mobilité. C'est impressionnant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le MEDEF a plaidé à nos côtés au CNR national pour mettre la question du logement. On n'atteindra pas le plein emploi si on ne se préoccupe pas des gardes d'enfants, si on ne se préoccupe pas du logement. Et donc, on voit à quel point c'est un frein à la mobilité. Le nombre de personnes qui refusent des emplois parce qu'ils sont dans telle ville de France et ils ont une mobilité qui leur permettrait d'arriver à Paris, mais ils ne veulent pas le faire ayant conscience des coûts liés au logement. Mais regardez ce que dit la RATP aujourd'hui, regardez ce que dit la PHP, donc les hôpitaux de Paris. Ils ne peuvent pas recruter parce qu'ils n'ont pas les logements. Et des gens qui vont être payés 1 300, 1 500 euros ne veulent pas revenir à Paris pour dépenser 70% de leurs ressources pour se loger. Donc évidemment, le lien, il est ultra, ultra étroit.
Et il faut d'ailleurs, ça ajoute une complexité au sujet, mais il faut s'y coller quand même. Est-ce qu'il y a des pistes envisagées dans le cadre du CNR par rapport à ça? Ben, en fait, quand on regarde bien, alors, si on parle des travailleurs essentiels, on va dire hein, première ligne, deuxième ligne, ben, il faut arriver à avoir une production de logement moins chère. Donc, je suis désolé, hein, il n'y a pas d'autre chose. Donc, est-ce qu'on maîtrise les prix par l'encadrement? Est-ce qu'on produit plus de logements sociaux? Est-ce qu'on met à contribution les propriétaires bailleurs du secteur privé pour répondre aussi à des besoins sociaux avec des contreparties? Ben, là, encore une fois, je suis désolé, mais il faut faire tout à la fois. Tout à la fois, parce que le problème est tellement tendu. Après, plus précisément, un certain nombre d'acteurs type PHP ou autres demandent à pouvoir réserver des logements. Vous voyez ce que je veux dire? Comme le système de réservation dans le logement social, mais c'est très compliqué. Donc, c'est la question des priorités au logement social, mais si vous donnez à cela, vous ne donnez pas à d'autres. Donc, dans une situation aussi tendue sur le front du logement, eh bien, c'est la lutte des places. On a appelé ça comme ça. Hein. Il y a des effets dominos. Bon, mais après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des entreprises qui commencent à elles-mêmes fournir les logements, en fait, hein, rencontrant de telles difficultés. En termes de dispositifs publics, je ne vois pas beaucoup d'autres choses que la réservation via Action Logement et puis la nécessité de produire une offre plus accessible à ces travailleurs avec des ressources modestes dans le parc globalement. Hein. Alors, peut-être une dernière ou une avant-dernière question. En fait, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une catégorie intermédiaire entre le logement social et le logement classique privé? Parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de paupérisation de certaines catégories de population, notamment les classes moyennes. Et est-ce que ça ne serait pas la bonne décision ou la bonne classification à faire? Alors oui, bien sûr, sur le schéma, mais je fais mienne la proposition de Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut impérativement accroître l'accession à la propriété des primo-accédants modestes. C'est une part qui a considérablement diminué en 30 ans, c'est-à-dire à situation égale il y a 30 ans et aujourd'hui, la capacité d'accéder à la propriété est réduite considérablement, chez les jeunes, mais pas seulement. Je parle des primo-accédants dans leur ensemble. Mais vous savez, il faut développer des outils d'aide à l'accession sociale à la propriété. Ça, c'est vraiment, de notre point de vue, impératif. Par exemple, on a supprimé, dans le précédent quinquennat, ça fait partie de la batterie d'économie que j'évoquais sur les APL, l'APL, accession à la propriété, hein, dans le précédent quinquennat. Alors, ce n'était pas la panacée, mais enfin, c'était quand même un outil qui aidait et qui aussi donnait un cap en disant, bah oui, on aide aussi ceux qui accèdent à la propriété de façon sociale. Il y a le développement des BRS, hein, de la dissociation du foncier et du bâti qui permet de maîtriser un peu les prix du foncier et favoriser l'accession intermédiaire, on va dire. Mais considérant la question de l'offre intermédiaire, mais évidemment, pour redonner de la fluidité dans les parcours de logement, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, si on met si on met beaucoup d'aide pour le logement intermédiaire par rapport à la question, il faut être vigilant que ça ne vienne pas entrer trop en concurrence avec le logement social. Donc, c'est des questions de choix politique. Où est-ce qu'on met les moyens de mise à disposition du foncier, par exemple, public, pour l'intermédiaire, pour le social? Quelles incitations on met? Est-ce qu'elles se mettent en concurrence? Vous voyez, j'évoquais la concurrence tout à l'heure sur la TVA à taux réduit, par exemple, ça pourrait être un des éléments pour encourager les maires bâtisseurs. Dans le CNR, on pense à encourager les maires bâtisseurs, ça me paraît essentiel, parce qu'il y a quand même une rétractation d'un certain nombre de maires sur le fait de « non, on arrête de construire ». Donc oui, évidemment, il faut une offre intermédiaire locative, il faut favoriser l'accession à la propriété des primo-accédants, pas au détriment, je pense, de la protection des plus fragiles, mais on peut trouver les bons équilibres. Mais on voit bien que là, et ça rejoint la fiscalité, on a besoin de moyens financiers pour ces incitations. Alors, nous on produit des rapports, et notamment, il y a un rapport que nous venons de produire sur le pouvoir d'achat et le logement. Et parmi les différentes solutions qu'on propose, notamment sur faciliter l'accès aux primo-accédants, et ça ne coûterait rien à l'État, on dit qu'il faudrait au moins temporairement que les crédits immobiliers soient portables et ou transférables. On sort d'une période où les taux d'intérêt étaient très, très bas puisqu'ils étaient en deçà de 1%. Et on se dit, ça pourrait débloquer certaines situations. Si, par exemple, un crédit qui a été souscrit il y a 2 ans ou 3 ans, qui de fait n'a pas été beaucoup amorti, mais est à un taux très attractif,
eh bien, si ça pouvait être transféré soit à celui qui va acheter, soit être porté par celui qui l'a souscrit pour racheter autre chose, ça permettrait un petit peu plus de fluidité sur le marché de l'acquisition. On est aussi sur des propositions pour faciliter la transmission et la mise en location, avec notamment cette logique de donation et de transmission du patrimoine des seniors. Et puis aussi, arriver à faire baisser le coût d'occupation, on l'a évoqué longuement, sur la facilitation de la rénovation énergétique des logements. Voilà, on a différentes solutions qui sont proposées et que, bien sûr, on vous soumettra et pourquoi pas, on pourrait soumettre au CNR. En tout cas, sans rentrer dans le détail de ces propositions, d'abord, je n'ai pas une suffisante maîtrise pour apporter de l'eau au moulin, mais ce que je constate, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de ces réflexions, c'est qu'on n'innove pas beaucoup dans le domaine du logement, hein. Il y a plein de secteurs économiques, effectivement, où on a évolué dans les modèles d'intervention, d'incitation, d'adaptation aux nouvelles réalités démographiques, économiques, etc. Dans le domaine du logement, très peu. Et je pense qu'il y a des choses à faire, effectivement. Bien, merci. Erwan, est-ce qu'il y avait encore une dernière question ou chez Nathalie ou chez Jérôme, avant qu'on puisse conclure ce petit déjeuner? Non, tout a été dit, Bernard. Bon, alors à ce moment-là, il faut qu'on se tourne vers Christophe et qu'on le remercie infiniment du temps qu'il nous a consacré et puis de ses éclairages sur des domaines qu'on connaît finalement pas si bien que ça. Et puis je vois qu'il y a aussi, et c'est peut-être ça que je retiendrai, il y a une grande convergence de vues sur les enjeux fondamentaux du logement entre ce que nous faisons chez Sapiens et ce que Christophe fait depuis de nombreuses années avec beaucoup de pugnacité avec la Fondation. Mais merci infiniment, Christophe. Merci à vous. Et je conclurai juste en rebondissant sur ce que vous venez de dire. C'est que, au fond, c'est très étonnant de voir dans le CNR Logement qui rassemble centaines d'acteurs qui se sont mobilisés, en tout cas sur le partage du diagnostic, sur la nécessité de faire autrement et sur l'importance du logement dans la vie de nos concitoyens, dans le développement économique et la vie de nos territoires. Et quand vous avez autant d'acteurs divers, alors les propositions diffèrent, forcément, les manières de penser, comment on peut agir aussi, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. En revanche, sur la nécessité d'agir autrement et l'importance du sujet, je me dis le décalage avec le politique est très important. Et c'est ce décalage-là qu'il faut que l'on travaille dans les semaines et les mois à venir, voire les années, on verra, pour faire prendre conscience de l'importance du logement. Voilà. Mais en tout cas, les acteurs, ils sont prêts. Et le fait d'avoir co-animé avec la présidente la directrice générale de Nexity, on voit qu'il y a un grand écart avec la Fondation Abbé Pierre. Et au milieu, il y a beaucoup d'acteurs. Et l'écart n'est pas si grand. Et j'aimerais bien que nos responsables politiques entendent cette réalité-là. Merci à vous, en tout cas, pour l'invitation. C'est une belle démonstration. Merci à Nathalie, à Jérôme, merci à Erwan et Dominique. Et puis, merci à toutes celles et tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Et rendez-vous très bientôt pour un autre Café Sapiens autour du logement. Et le prochain thème sera sur le logement social. Merci beaucoup, très bonne journée et très bonne fin de semaine à toutes et à tous.